Bonjour à toutes et tous, donc Marie-Claire Vier, je suis directrice stratégie en charge de la RSE à la FHP et je suis ravie de vous retrouver pour évoquer ensemble les DASRI, qui est un sujet stratégique pour les établissements. Et pour introduire ce webinaire, je laisse la parole à Lamine Garbi, président de la FHP. Merci Marie-Claire. Alors, excusez déjà le lieu. Je suis à l'aéroport de Montpellier, non pas pour partir en vacances, même si je crois qu'on en a tous besoin, mais pour rejoindre Paris, où je dois rencontrer un certain nombre de personnes. Vu l'actualité, vous vous en doutez. Marie-Claire, merci pour l'organisation de ce webinaire. 430 inscrits, donc ça monte tranquillement en charge. C'est un webinaire stratégique, économique, je dirais, et également sur la qualité des soins. On a voulu ce webinaire tourner vers le retour d'expérience terrain. Donc, nous partirons à Tours, au Mans, et bien sûr, nous aurons notre ami Joël Clich qui va conclure cette belle matinée. Retour d'expérience sur la qualité et la sécurité des soins. Bien sûr, le premier risque, c'est les accidents d'exposition au sang. Nous avons tous les jours des FEI avec des seringues, des aiguilles et autres que l'on retrouve un peu partout. La dernière me concernant, c'était dans une de mes voitures d'hospitalisation à domicile et qui était partie au garage. Et donc, vous vous en doutez, ça pose de sérieux problèmes de sécurité, de qualité et puis d'image de nos établissements. Financiers, avec 854 € la tonne, quelquefois le double, voire le triple en fonction, je dirais, des contrats, de la localisation et du mode de collecte. Donc, c'est un enjeu économique. Donc, enjeu sécuritaire, enjeu économique, un enjeu de bonne pratique sur l'organisation et bien sûr un enjeu qui fédère l'ensemble de nos collaborateurs et notre collectivité. Alors, le guide de DASRI date de 2009, il va être revu en 2023, pardon, c'est vrai que le temps passe. On a coutume de dire que l'on s'habitue à certaines choses, certaines pratiques, mais je pense qu'il faut vraiment évoluer. Et j'ai voulu que cette matinée, nous avons souhaité que cette matinée soit pratique, que vous puissiez en retirer des bonnes pratiques, c'est le cas de le dire, mais également des économies, parce que la période avec l'inflation est effroyable. J'ai encore, au sein des établissements, reçu un courrier de notre société Elis, que vous connaissez tous, du linge, qui, en 2022, a augmenté nos tarifs de 8% et nous propose gentiment, en 2023, de les augmenter de 14%. Voilà, c'est une période compliquée. On essaye à la fédération de trouver des moyens pour que l'on puisse être accompagné dans l'inflation, dans une aide, support, mais ce n'est pas facile, vu la conjoncture, vous vous en doutez. Marie-Claire, merci pour cette organisation. Merci à tous nos orateurs qui font l'effort, je dirais, de bien vouloir participer, d'être présents. On se retrouve tous. Je cite également Véronique Molière, que nous connaissons depuis de nombreuses années. Merci pour votre présence, votre amitié et surtout faire en sorte que nos adhérents puissent sur le terrain, un, se sentir moins seuls et deux, faire des économies et améliorer les pratiques, toujours également pour nos patients et en vue de la certification HAS qui, comme vous le savez, ne lâche pas prise. Voilà, merci Marie-Claire pour cette introduction. Je vous souhaite une belle matinée. Je vais pouvoir embarquer à Paris et puis vous retrouver quand je pourrai me connecter pour vous suivre à distance. Je crois que dans l'avion, on a même la Wi-Fi maintenant, donc je vais pouvoir vous suivre pendant le vol. Merci à toutes et à tous et merci Marie-Claire pour l'animation de cette matinée. Merci Président d'animer aussi et de nous donner la permission de faire ce groupe de développement durable et RSE en santé avec Marie-Claire. Merci mon copain Joël, merci à toi. Merci Président pour cette introduction. Effectivement, pendant les 2 prochaines heures, on vous propose, grâce au retour d'expérience et à l'expertise des différents intervenants, de vous donner des clés pour améliorer, optimiser votre gestion des DASRI au bloc opératoire, pour valoriser vos DASRI. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Isaline Dreux, qui est responsable qualité environnement, et à Sylvie Picot, qui est infirmière hygiéniste au sein de la nouvelle clinique de Tours-Saint-Gatien Alliance. Vous allez nous présenter la mise en place de la politique de tri des DASRI au sein de votre établissement et nous faire part
des clés de réussite selon vous. Juste un petit mot avant de vous céder la parole pour vous dire que vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser vos questions dans le chat, donc dans le fil de discussion, et les différents intervenants pourront y répondre au fil de l'eau, et il y aura également une séance dédiée de questions-réponses en toute fin de webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans ce fil de discussion. Je vous laisse maintenant la parole, Isaline et Sylvie, pour nous faire part de votre retour d'expérience. Oui, bonjour. Donc, je vais partager mon écran. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Isaline Dreux, responsable qualité environnement. Et je serai accompagnée donc de Sylvie Picot, infirmière hygiéniste. Nous travaillons toutes les deux au sein de la nouvelle clinique de Tours plus Saint-Gatien Alliance. Notre établissement est situé proche de Tours, en Indre-et-Loire. Donc, la clinique NCT est un établissement privé qui a ouvert en juillet 2019. C'est le fruit d'un regroupement de 2 cliniques, donc la clinique de l'Alliance et la clinique Saint-Gatien. Elle fait partie aussi du groupe Saint-Gatien. Donc, elle compte 366 lits et places, dont 94 lits de chirurgie, 109 lits de médecine, 45 places en ambulatoire. Nous avons aussi un service de dialyse avec 32 places, 59 lits de soins critiques, donc 10 lits de réanimation. Nous avons aussi un service de chimiothérapie donc avec 10 postes, un service d'urgence avec 10 lits du HTCD et 25 salles de bloc. Les disciplines exercées à la NCT+ sont nombreuses, donc je vous laisse les découvrir sur le diaporama. Sur le site, nous avons aussi une cuisine centrale, une lingerie, une pharmacie, un service biomédical, une stérilisation et une hélistation. Comme disait Marie-Claire, donc nous allons vous présenter maintenant notre politique de tri des dasseries, particulièrement la démarche engagée sur l'optimisation du tri donc des dasseries, pardon. Et nous allons essayer de vous donner les clés pour réussir une dynamique en interne, vous exposer les impacts de cette démarche, surtout sur les habitudes des soignants, ainsi que les gains. Alors, notre politique de tri a débuté officiellement donc, avec la mise en place de notre démarche environnementale, qui a été certifiée ISO 14001 en 2010. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à développer donc, les filières de tri qui sont actuellement au nombre de 12. Elles sont déployées dans l'ensemble des services. Donc, je vais pas les citer aujourd'hui, mais effectivement, voilà, vous avez sous les yeux donc l'ensemble de nos filières. Donc, en 2019, comme je vous le disais lors de la présentation de l'établissement, il y a eu le regroupement de 2 cliniques, ce qui nous a demandé de remettre en place les filières et harmoniser nos pratiques. Ensuite, nous avons eu la période Covid et c'est en 2021 que nous avons repris notre démarche de tri en se donnant comme objectif annuel l'optimisation du tri des dasseries. C'est un objectif inscrit dans notre politique qualité-environnement. Donc, pour mettre en place cette démarche, nous nous sommes appuyés sur les travaux du réseau des hygiénistes du centre. Sylvie vous en reparlera tout à l'heure. Et dans le même temps, en fait, nous avons eu un médecin, le docteur Xavier Roy, cardiologue interventionnel, qui s'est intéressé à notre démarche, ayant en effet comme projet de réaliser son mémoire sur les impacts de son activité sur l'environnement. Il a donc engagé la démarche de tri des dasseries dans une salle de coronarographie. Donc, pourquoi s'intéresser au tri des dasseries? Donc, les établissements de santé produisent un gros volume de déchets assimilés à ordures ménagères, mais aussi donc, des déchets d'activités de soins à risque infectieux, qu'on nomme les dasseries, qui ne sont pas soumis du coup à la même réglementation. Les dasseries nécessitent un traitement spécifique qui engendre des coûts supplémentaires. En effet, donc, alors que le coût de traitement d'une tonne de DAOM revient aux environs de 200 € la tonne,
la tonne de dasserie revient aux alentours, elle, de 680 €. Donc, on peut dire qu'en plus d'un impact économique, les dasseries représentent aussi un impact environnemental par la nécessité d'une incinération émettant des gaz nocifs et la nécessité d'un lieu de stockage, donc souvent réfrigéré et dédié. Et aussi un plus grand nombre de trajets, donc effectivement pour éliminer ces déchets en raison d'une date limite de stockage restreinte. Donc c'est en raison d'une confusion entre matériel souillé et matériel présentant un risque infectieux. Une grande majorité de ces déchets en fait, finissent dans les dasseries, alors qu'ils devraient finir dans les DAOM. Donc, je passe la parole à Sylvie, hygiéniste, qui va vous expliquer pourquoi en sommes-nous venus à cette confusion. Merci Isaline. Donc, comme elle vous l'a dit, au niveau du regroupement des hygiénistes du centre, c'était un sujet qui était en discussion depuis déjà quelques mois. Un peu avant le Covid, qu'on avait mis en stand-by, qu'on a repris en 2021. Et avant de revoir en détail les exigences réglementaires, je voulais rappeler un petit peu que le but d'une filière dasserie est de minimiser à la fois le risque des infections des personnes exposées aux déchets contenant potentiellement des micro-organismes et en même temps l'exposition possible de l'environnement et des populations à ces micro-organismes, ceci tout au long de la filière d'élimination. Donc, le déchet à risque infectieux est défini dans le Code de la santé publique depuis 1997, même si cette loi a évolué au fil des ans, la définition n'a pas changé. Donc, il est ainsi précisé dans la première partie qu'on classe comme dasserie tout déchet qui présente un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou ces toxines, dont on sait, dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, leur quantité ou leur métabolisme, ils vont pouvoir causer la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. On voit que dans cette définition, il n'est pas fait mention de danger lié à un contact avec un liquide biologique, ni un contact avec une présence de sang dans le déchet, ni de risque psycho-émotionnel. Ces notions ont été développées dans les guides ultérieurs en 2009 et sont en cours de révision, comme l'a dit en ouverture le président. Dans la seconde partie de la définition, par contre, on a des déchets qui sont un petit peu plus précis et qui doivent toujours être mis en dasserie. Ce sont les matériels piquants, coupants, tranchants qui doivent être absolument déposés en collecteur, les produits sanguins à usage thérapeutique, qu'ils soient incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, et les déchets anatomiques humains correspondant à des fragments humains non aisément identifiables. Si on revient sur la première partie de la définition, on voit que les déchets sont quand même plus flous, plus intermédiaires. Donc, pour ces déchets, le risque infectieux dépend essentiellement de la présence d'un micro-organisme pathogène en quantité suffisante. Tous les déchets souillés par un produit biologique contiennent potentiellement des micro-organismes, mais c'est la présence du micro-organisme qui ne va pas constituer systématiquement un danger. Il faut absolument que pour cela, il puisse survivre ou développer sa croissance et qu'il existe une voie de pénétration pour transmettre cette maladie. Pour reprendre un exemple, si on part sur le micro-organisme responsable du tétanos, ce micro-organisme survit plusieurs années dans le sol et une simple piqûre de rosier va suffire à inoculer la maladie chez la personne qui n'est pas protégée. A contrario, un virus du VIH va mourir en quelques minutes quand il est exposé à l'air. Donc, on voit bien que le risque infectieux est associé aux déchets produits en milieu de soins, dépend du micro-organisme présent, de sa quantité et surtout de sa viabilité, avec la possibilité de pénétration dans l'organisme de la personne exposée, et ce, quelle que soit l'étape de la filière d'élimination. Donc, le risque est maximal pour le producteur initial, il va décroître jusqu'à la phase de destruction, et il reste conditionné, bien sûr, au respect du port des équipements de protection individuelle, surtout décrits dans les précautions standards, et à l'élimination dans un conditionnement adapté. Le risque environnemental va dépendre aussi de la qualité de ce conditionnement et du tri qui est fait. Il a été convenu, en plus de cette définition par différents groupes, d'éliminer absolument en filière dasserie quand même tout ce qui contient de gros volumes de liquide biologique pour limiter le risque environnemental et limiter le risque pour les agents tout au long de la filière d'élimination, malgré les équipements de protection, puisque ces gros volumes peuvent permettre à des micro-organismes de survivre et de continuer de croître. Alors, quelles sont les nouvelles pratiques recommandées par le groupe régional?
Il a d'abord proposé une liste de déchets de dispositifs médicaux qui allaient toujours dans la filière déchets ménagers. On y retrouve les masques, qu'ils aient servi ou non pour les chambres en précaution. On y retrouve aussi les seringues ou les perfusions vides qui avant étaient mis en risque infectieux sous couvert de risques psycho-émotionnels principalement. Le matériel de soins qui peut être utilisé par des patients comme des bandelettes de glycémie. On y retrouve aussi les sondes urinaires et les poches de recueil vidangées. Alors, ce type de matériel a soulevé au début pas mal d'interrogations auprès des soignants et a ouvert pas mal de discussions, car c'était à l'encontre de ce qui nous avait été enseigné depuis de très nombreuses années ou qui leur est encore appris et qu'on met habituellement en risque infectieux, alors que ça peut aller en déchets ménagers. Concernant les éléments qui vont en DASRI, le groupe n'a pas dérogé à la définition qu'on a vue précédemment. Tout ce qui est matériel piquant, coupant, tranchant doit être absolument déposé en collecteur, puisqu'ils peuvent permettre le franchissement de la barrière cutanée. Les produits sanguins à usage thérapeutique suivent aussi cette filière. Tout ce qui contient des gros volumes de liquide, comme les circuits de dialyse, les drainages et les redons, les déchets anatomiques humains non identifiables et les produits de chimiothérapie qui répondent à une réglementation spécifique. Au milieu de tout ça, il reste cependant un grand nombre de dispositifs médicaux pour lesquels le groupe propose aux soignants de se poser 2 questions. Premièrement, le site est-il infecté? Deuxième question, y a-t-il un risque d'écoulement? Si le soignant répond oui à au moins l'une des 2 questions, le déchet est déposé en filière DASRI. S'il est répondu non aux 2 questions, à ce moment-là, le déchet peut suivre la filière des déchets ménagers. Donc, après avoir vu ensemble cette définition, effectivement, maintenant, nous allons passer à revenir à notre objectif qui est d'optimiser le tri des DASRI. Donc, la réussite d'une telle démarche nécessite 3 étapes. Donc, la première est la mise à disposition d'équipements adaptés. La deuxième est la formation du personnel. Et la troisième est d'évaluer la démarche pour s'assurer que les moyens sont en place et adaptés, que le personnel s'est approprié les nouvelles pratiques, mais c'est aussi l'occasion de s'assurer qu'il n'y a pas de dérives comme des non-conformités réglementaires. Donc, revenons sur la mise en place d'équipements. Donc, le tri des déchets doit se faire au plus proche du lieu de production, c'est-à-dire pendant la réalisation du soin. Il a fallu donc équiper les chariots de soins de double support. Et en fonction des types de chariots, nous avons acheté des supports ou mis à disposition de pinces qui permettent effectivement d'attacher des sacs. Nous avons été amenés aussi à changer les petits sacs blancs qui étaient trop petits et peu solides. Donc, effectivement, cette démarche nécessite de revoir des fois les contenants. La réflexion sur les équipements est à faire avec le personnel des services de soins et du bloc, mais aussi les services techniques, puisque la démarche a un impact sur la filière DASRI et DAOM en termes surtout de quantité. La deuxième étape, c'est la formation du personnel. Donc, pour notre part, nous avons organisé des formations en salle de conférence afin de pouvoir capter l'attention des soignants et les sortir du service où ils étaient, et permettre en même temps un échange interservice avec une première partie dans laquelle on rappelait la définition du DASRI comme on vient de le faire, les enjeux qu'on leur a exposés et les nouvelles pratiques recommandées. Et on leur a mis à la suite de cette partie théorique une petite partie cas pratique sur laquelle on a mis en place un jeu. On leur avait mis à disposition à peu près 70 photos, petites cartonnettes représentant l'intégralité des déchets que l'on peut retrouver dans notre établissement. Et on leur demandait, en fonction du nombre de participants, de prendre entre 5 et 7 petites affiches. Et on leur demandait un par un d'aller les citer et de les déposer dans un des 3 circuits qui leur étaient proposés. Et quand certains déchets ne correspondaient pas au service dans lequel ils exerçaient, ça leur posait question, donc ça leur permettait de demander de l'aide aux autres ou d'ouvrir une discussion entre les différents personnels. Et à la fin, on leur remettait le document complet établi par le groupe régional qui leur sert de support pour affiner dans les services.
Donc, la troisième étape est l'évaluation. Nous avons audité l'ensemble des services de soins et le bloc opératoire. Alors, voici le retour de ces évaluations, donc le retour des équipes et quelques résultats. Dans les services de soins, l'audit a montré que les équipements de certains services sont encore à réajuster, qu'il faut poursuivre la formation et la sensibilisation, puisque des pratiques sont encore différentes selon les services. Il faut être vigilant aussi aux erreurs. On s'est aperçu que quand la démarche est bien appropriée, dans un service conventionnel, par exemple, les infirmières finalement équipent leur chariot d'un sac pour les DAOM et en fonction du soin qu'elles doivent réaliser, elles ajoutent plus ou moins un sac d'asserie. Une infirmière nous a même confié que finalement, elle se rend compte qu'à la fin de la journée, elle n'a pas eu forcément besoin d'utiliser de sac jaune. Donc, le sac jaune correspond au sac d'asserie. Au bloc opératoire, nous avons eu le même retour que dans les services. Donc, je vais passer à quelques résultats chiffrés au bloc. Donc, si on reprend l'étude réalisée par le docteur Roy dans une salle de coronarographie, nous constatons que cette démarche peut avoir des résultats immédiats. En effet, avant la formation et l'équipement de la salle, les DASRI représentaient environ 70%, alors qu'ils ne représentent plus que 23% après la phase de préparation et d'apprentissage. Alors, au niveau global de l'établissement, vous retrouvez sur ce graphique l'évolution de la quantité des DASRI et des DAOM pour 1000 patients entre janvier 2021 et aujourd'hui. Vous retrouvez en rouge la quantité de DASRI et en bleu les DAOM. Donc, nous remarquons que les deux courbes se croisent et s'inversent. Je vous ai indiqué aussi pour information les périodes de formation que nous avons réalisées auprès du personnel. Donc, je vais conclure sur cette diapo. Donc, comme toute démarche de changement, cette démarche nécessite donc l'engagement de tous les acteurs, la direction, l'ensemble des professionnels de santé, aides-soignants, infirmiers, mais aussi le corps médical et les services techniques. Elle nécessite aussi un travail en équipe pour mettre en place les moyens adaptés et de la formation pour s'approprier les nouvelles pratiques. Comme vous le montrent les chiffres, les gains sont immédiats. Donc, si vous avez des questions, comme disait Marie-Claire, n'hésitez pas à les formuler via le chat. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, mesdames, pour cette intervention et votre retour de bonnes pratiques, hein, à retenir effectivement l'enjeu majeur de formation, d'équipement, d'évaluation. Vous avez évoqué hein, le cas du bloc opératoire et c'est vrai que le bloc opératoire est un secteur majeur à investiguer dans la démarche de diminution des DASRI et ça fait la transition avec l'intervention prochaine. Je vais donner la parole à Noémie Renaud, qui est responsable des pôles techniques et logistiques à la clinique du Pré au Mans et qui va partager avec nous son retour d'expérience sur la diminution des DASRI au bloc opératoire. Noémie, je vous laisse intervenir. Le temps de départager l'écran. Je vous laisse télécharger votre diaporama si vous en êtes d'accord ou sinon on le fera à votre place comme vous le souhaitez. C'est parfait. Par contre, on ne vous entend pas, Noémie. On ne vous entend pas. Allez-y, essayez. Non, toujours pas. Peut-être aller dans changer de micro en cliquant sur le micro. Si vous cliquez sur le petit micro, la petite flèche, il y a différents types de micros qui sont proposés.
Et il est possible peut-être d'activer un autre micro. D'accord, parfait. Je vais effectivement donner la parole du coup à Emeline Flinois si vous en êtes d'accord. Emeline, vous êtes directrice associée à la NAP en charge notamment des sujets de la RSE. Lorsqu'on a préparé l'intervention, en tout cas le webinaire ensemble, vous aviez évoqué qu'un bon déchet finalement est un déchet qui n'est pas produit. Mais une fois qu'il est produit, se pose la question de son élimination et la NAP a mené une étude sur l'élimination des dasseries par banalisation. Alors, je vous laisse la parole pour nous en dire plus. Merci beaucoup de votre intervention. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Claire. Je vais vous partager mon écran Poum Poum et vous me dites si ça fonctionne. Hop. Est-ce que vous avez la Bien. slide? Hop, je vous la mets même en diaporama. C'est peut-être, je crois, un peu mieux en confort de lecture. Vous me dites. Très bien. Bon, ok. Donc, je suis effectivement Emeline Flinois, directrice adjointe à la NAP en charge du pôle. Ah oui, Juste, on voit juste, c'est en mode c'est en mode. D'accord, voilà. je vois. Comment je fais? Alors, vous vous cliquez. pouvez cliquer sur paramètres d'affichage tout en haut. Et puis, ça ne m'avait pas fait encore. Attendez. Paramètres d'affichage. Je ne l'ai pas. Je vais mettre le partage en pause, à noter, contrôler distance, application. Je pense que c'est les petites icônes. Attendez. Activer, désactiver les sous-titres. Non. Juste en haut, vous avez paramètres d'affichage juste en haut. Si je fais masquer le mode présentateur, c'est mieux? Voilà, c'est ça. Masquer le mode. Ça marche? Alors là, c'est revenu en normal. Vous pouvez remettre en mode diaporama. En revanche, là maintenant, il y a un sous-titre, c'est-à-dire que dès que je parle, il y a le script qui se met. Je ne sais pas si vous avez la même chose. Non, on l'a. Bon, alors c'est que moi, donc tout va bien. Et donc, à nouveau, en partage. Attendez, je vais recommencer, je vais relancer. Excusez-moi, normalement, ça marche bien. Hop, 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 je recommence. Hop, partager. Vous le voyez à nouveau. Je vais peut-être le laisser comme ça. Oui. Marie-Claire, vous me dites? Oui, c'est visible, tout à fait. C'est visible? Ça Oui, marche. bien sûr. Bon, après, l'idée, c'est quand même plutôt d'avoir du coup un support pour vous ensuite. Mais hop, et si je passe sur la diapo d'après, est-ce que vous le voyez? Ben non, si, c'est bon. Hop, hop, hop. Donc, rapidement, peut-être vous expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que l'Agence nationale d'appui à la performance, donc s'appelle par notre petit acronyme l'ANAP. On est une agence publique d'expertise et de conseil qui n'est pas dédiée uniquement aux bénéficiaires de la fonction, de la FHF. S'adresse également à vous, qui êtes adhérent de la FHP. FHP qui siège par ailleurs à notre conseil d'administration et voilà, nous élaborons les éléments de notre programme de travail en partenariat avec vos représentants. On travaille sur 6 gros axes de travail, pas que sur la RSE, mais je vais y revenir, sur la question du numérique, sur la question de l'économie et des enjeux financiers, de l'ingénierie financière et des data, également les enjeux de prise en charge de filières à la fois sanitaires et médico-sociales, et les investissements, logistique, développement durable et RH, ces 2 derniers pôles étant dans mon escarcelle. Ce qui donne effectivement un périmètre assez large, assez cohérent, puisque du coup, on aura peut-être l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure si vous avez des questions sur le sujet, mais les liens et la porosité entre une démarche RSE et les enjeux d'attractivité et de fidélisation sont forts. Donc finalement, les enjeux logistiques, DD et RH se recoupent ou en tout cas se regroupent à certains endroits. Dire que si vous voulez suivre notre actu, je vous ai mis le petit lien pour que vous puissiez vous inscrire à notre newsletter qui sort une fois par mois et qui vous permet donc 12 fois dans l'année d'avoir une synthèse de nos productions, guides, outils ou appuis dont vous pouvez bénéficier.
3 modalités d'action pour la nappe. On produit ce qu'on appelle des guides, des outils, des contenus opérationnels. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, enfin, sinon je vais vous parler tout à l'heure sur la banalisation. Mais on travaille aussi à la mise en réseau et on réalise des interventions sur le terrain. Ce sont les 3 grosses actions, 3 modalités d'action que nous menons sur le champ du développement durable. Avec, donc je vous ai mis un petit extrait voilà, des productions ou des éléments les plus intéressants, je pense, pour vous, sur le champ du développement durable et le champ de la gestion des déchets. Un autodiagnostic, mon observatoire du développement durable, qui est également porté par votre fédération, sur comment est-ce que du coup je m'autodiagnostique, comme l'indique son nom, sur mes forces, mes faiblesses sur le champ de la RSE au global. Un site internet, démarche RSE, pourquoi, comment. Vous avez des outils que vous pouvez reprendre vous et reformater pour des éléments d'aide à la décision et de communication sur comment engager une démarche de développement durable. Et quand vous êtes convaincu, comment vous pouvez la mettre en œuvre. Vous avez également des outils, donc allez-y, servez-vous. Décret tertiaire, il vous reste quelques semaines avant de renseigner votre année de référence. Vous avez un kit qui a été réalisé à cet effet pour vous aider et outiller vos équipes sur ces questions-là. Banalisation des stries, j'y reviens. Et puis également une production qui est sortie à l'occasion de la semaine européenne, enfin des semaines européennes du développement durable sur comment verdir sa flotte automobile. Sur la mise en réseau, vous avez ce qu'on appelle une communauté de pratique. C'est un forum d'échange sur le développement durable. Vous pouvez, voilà, tout ce qui est surligné, quand vous aurez la presse, ce sont des liens actifs. Vous cliquez, ça vous renverra directement au lien de notre site adéquat. Donc, c'est un forum d'échange sur le sujet du développement durable. On en assure la modération. Chacun s'y connecte autant qu'il veut, pose sa question et soit du coup, les réponses se font entre collègues, soit si du coup, voilà, c'est pas possible, nous, on prend le relais et on apporte les éléments de réponse qu'on peut vous fournir. Il y a également un réseau d'experts de la NAP sur le champ du développement durable. Donc, si vous vous sentez expert sur ce champ-là, que vous avez des choses à dire, à raconter, à partager, sachez que vous pouvez candidater à ce réseau et dans ce cadre-là, vous devenez membre actif de la NAP. Vous pouvez challenger nos productions, challenger notre programme de travail, faire des propositions visant à répondre à telle ou telle question. Et puis une dernière action, c'est les interventions sur le terrain. On anime un réseau de conseillers en transition énergétique et écologique en santé sur l'ensemble du territoire. Je précise que ce n'est pas non plus réservé à la fonction publique. Il y a également des cliniques, et je les salue, qui ont candidaté à cet appel à manifestation d'intérêt visant à se faire financer ces postes-là. Et donc, il y a des consortiums, des groupements d'établissements publics, privés, qui se voient financer une partie de ces postes. Et le deuxième appui qu'on réalise, ce sont les appuis terrain développement durable, là encore, qui a été ouvert également au secteur privé. Et donc, ce sont 5 jours d'accompagnement qu'on réalise en ce moment même. Donc, on fait un point avec les établissements sur où est-ce qu'ils en sont leur démarche développement durable, quelles sont leurs forces, alors pas par dire faiblesse, leur levier d'action et de progrès, et comment est-ce que du coup ils peuvent progresser. Et donc, la promesse, c'est qu'à l'issue de ces 5 jours, on vous laisse en l'état avec finalement une feuille de route priorisée, argumentée, et on vous suit pendant plusieurs mois sur cette mise en œuvre. Sachez que du coup, si vous avez la moindre question sur tous ces sujets-là, on a une seule adresse mail de toute l'équipe DD, c'est perf_dd@anap.fr. Et donc, on est tout à fait disponible et mobilisable pour toute question que vous pouvez vous poser. Et donc, petit zoom sur la question de la banalisation. Excellente question formulée par Marie-Claire Viet sur est-ce que c'est une opportunité par les établissements, parce que c'est exactement le prisme par lequel on a abordé cette question. Alors d'abord, un banaliseur, c'est quoi? Vous imaginez, vous avez une petite photo en fait sur le guide synthétique dont vous avez la première page. Vous voyez un peu ce que c'est un banaliseur. On voit que c'est une grosse machine. Il faut s'imaginer que c'est comme une grosse étuve qui est in situ dans l'établissement qui fait le choix de l'installer. On l'appelle aussi unité de pré-traitement par désinfection. C'est le terme aussi que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes confronté à la question d'installer ce banaliseur. Et donc, quand on met ces dasseries à l'intérieur de ce banaliseur, à la fin d'une petite période de traitement, le déchet ressort en étant
ce qu'on appelle banalisé. Et donc, il n'est plus à intégrer dans une filière de dasserie, il devient un déchet d'ordures ménagères, ce qu'on appelle de manière un peu barbare un DAOM. Et donc, il devient traitable dans ce cadre-là par une filière DAOM. Donc, on n'a plus du coup ce tonnage de dasserie, on n'a plus effectivement ce double ramassage et puis ce double tonnage à réaliser. On se dit comme ça, sur le papier, ça a l'air super. Voilà, économiquement, si j'ai plus de dasserie du tout, c'est quand même quelque chose qui mérite de s'étudier plus. Nous, ce qu'on vous a fait, c'est là, ce que vous avez est disponible encore une fois gratuitement sur notre site, c'est donc un guide synthétique. Voilà, dont je vais vous présenter un peu les conclusions. Puis vous avez un outil Excel aussi que je vous invite à télécharger, qui permet à la fois d'avoir une aide au calcul du retour sur investissement de la machine en fonction du prix, de l'amortissement et de différentes variables que vous pouvez retenir, et également une checklist sur tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux toutes les questions que vous devez vous poser avant de l'installer. Parce que du coup, c'est un équipement qui peut présenter un retour sur investissement, certes, mais qui présente aussi des contraintes à la fois à l'installation et à l'exploitation. Donc, il ne faut pas se lancer tout de suite en se disant j'ai un retour sur investissement, j'ai plus de tonnes de tonnage sur mon dasserie. C'est vraiment un matériel qui s'étudie, qui s'analyse avant de se lancer dans l'aventure. Pour nous, il y a 2 questions à se poser avant de se lancer dans l'installation donc de ce banaliseur quand on le réalise. D'abord, c'est de se dire qu'il faut modifier est-ce qu'on doit ou pas modifier ces pratiques, pardon, je vais y arriver, de tri. Tous les dasseries ne sont pas banalisables. Il y a une partie des dasseries, donc typiquement les cytotoxiques ne rentrent pas dedans, les médicaments ne rentrent pas dedans non plus, et des pièces métalliques qui seraient de taille un peu importante, qui pourraient percer du coup le matériel, ne sont pas banalisables. Donc, avant de s'engager de toute manière dans une démarche d'installation d'un banaliseur, la première étape, c'est vraiment de se dire est-ce que du coup, j'ai bien fait le tri dans mes déchets? Est-ce que j'ai bien mis entre dasserie et DOM, est-ce que déjà cette filière-là, elle est bien structurée? Est-ce qu'elle est professionnalisée? Et est-ce que les bonnes pratiques sont respectées par tout le monde? Et donc, voilà, il faut du coup vraiment s'interroger sur ça, sachant que de toute manière, sans aboutir à la conclusion d'installer un banaliseur, se poser déjà toutes ces questions, comme le retour d'expérience qu'on avait juste avant l'illustre parfaitement, se poser ces questions-là vous procure des bénéfices collatéraux au plan économique. Parce que du coup, vous améliorez votre filière, vous avez une prise en compte collective de c'est quoi le bon déchet au bon endroit. Et donc, rien que ça, là, déjà, cette étape-là de questionnement collectif, elle vous donne des effets collatéraux économiques et environnementaux. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que du coup, moi, mon contexte, il se prête à installer un banaliseur et avec une hypothèse de retour sur investissement? Nous, ce qu'on vous dit déjà, c'est en dessous de 250 tonnes par an de dasserie, ça vaut a priori pas le coup, enfin, vous ayez des talents de négociation et de négociation très, très forts avec l'installateur. Globalement, on est sur des coûts qui excèdent les 100 000 € en termes d'investissement. On a des plus petits modèles, mais voilà, la grande majorité des banaliseurs installés en France aujourd'hui sont plutôt des gros banaliseurs. Et donc là, très clairement, en deçà de 250 tonnes par an, ça ne vaut pas le coup, pour le dire très clairement. Le second aspect à se poser en termes économiques, c'est la différence que vous avez entre votre coût dasserie et votre coût DAOM. Plus cette différence est importante, plus votre coût d'AM sera faible et votre coût dasserie sera fort, plus au plan économique, vous allez avoir du coup un retour sur investissement plus rapide. En gros, ce qu'on arrive à calculer, c'est que si le coût de prise en charge des DAOM représente le quart du coût collecte et traitement des dasseries, là, pour le coup, vous êtes dans un schéma économique qui peut présenter de l'intérêt à du coup installer un dasserie. Un banaliseur. Si jamais vous n'atteignez pas ces seuils-là, ou que vous avez du coup une volumétrie qui n'atteint pas ce seuil-là, il y a des possibilités de se regrouper à plusieurs et donc de coopérer sur une échelle territoriale et donc d'installer un banaliseur à plusieurs. Un banaliseur n'est pas forcément dédié qu'à un établissement. Il peut du coup être utilisé en mutualisation et donc finalement, vous pouvez, en coopérant, installer un banaliseur partagé pour plusieurs sites et donc atteindre ce seuil de rentabilité critique au plan économique.
Deux précautions toutefois, si jamais vous êtes convaincu à cette issue, c'est d'abord de vérifier vos conditions d'installation dans votre établissement. D'abord parce que du coup, vous avez besoin d'une emprise foncière qui n'est pas neutre. On est quand même sur 150 mètres carrés au sol, du coup à dégager. Outre voilà, les éléments de rotation voilà, qui sont à prévoir. Également, vous optez pour une banalisation dans votre établissement, là, il faut du coup vérifier, enfin s'assurer du backup. C'est-à-dire qu'un banaliseur, il peut être en maintenance, il peut avoir une maintenance préventive, une maintenance curative. Il peut y avoir un problème, un imprévu et qui fasse que du coup votre filière, ne fonctionne pas à un instant T. Donc dans ce cas-là, c'est vous faites comment du coup si vous n'avez plus le banaliseur fonctionnel? Second, aspect, c'est du coup la formation du personnel à cette utilisation. Voilà, c'est un équipement qu'il convient de maintenir, de garantir. Donc, voilà, il y a une formation à son usage et à sa maintenance, tant préventive que curative qu'il convient de vérifier. Et puis, si jamais, vous installez un banaliseur à plusieurs, attention, vous pouvez avoir une réglementation classée vous pouvez devenir installation classée pour l'environnement en fonction du coup de votre, émission de gaz à effet de serre antérieure par ailleurs. Donc voilà, faites attention sur certaines responsabilités, notamment quand on fait un banaliseur à plusieurs. Là, pour le coup, vous pouvez rentrer dans des champs, de réglementation, un peu plus importants. Donc, nous, on dit en conclusion, un banaliseur, ça a plein d'avantages. Ça a aussi des inconvénients parce qu'ici, il faut voilà, anticiper des éléments relatifs au bruit. Potentiellement, voilà, il y a des odeurs qui dégagent, enfin des odeurs de vapeur en fait. Hein, voilà, c'est pas des grosses odeurs qui sont nauséabondes, mais voilà, c'est un équipement différent de ce qu'on peut. Enfin, quand on en a un, il y a plus de nuisances que quand on n'en a pas du tout. Il y a des avantages, donc il y a des inconvénients aussi. Le tout, c'est vraiment de bien se poser sur la question, de bien faire son analyse économique, mais pas que, de vraiment s'assurer que du coup, en termes de consommation électrique, on ne soit pas dans un excès, qu'en termes de consommation d'eau également, voilà, parce que ça fait partie des éléments qui peuvent aboutir. Donc voilà, c'est vraiment une analyse exhaustive, pas que économique qu'il faut réaliser de notre point de vue, une analyse complète. Et que effectivement, Marie-Claire, je te rejoins complètement, un bon déchet est d'abord un déchet qui ne se produit pas. Et quand il est produit, le mieux, c'est de le mettre dans la bonne filière. Voilà, c'est quand on n'a pas le choix. Et dans ce cas-là, et c'est invariant, il faut le mettre du coup et s'assurer qu'on le met dans la filière adéquate pour qu'il puisse être valorisé ou traité selon le destin, si je puis dire, qui lui est dû. Et puis, c'est également voilà, bien redéfinir entre vous ce qu'on fait du coup, les collègues qui ont présenté leur retour d'expérience passionnant tout à l'heure, c'est vraiment s'interroger sur ces pratiques, s'interroger sur les filières. Déjà, rien que ça permet de faire un gros axe de progrès. Et effectivement, le président le rappelait, il y a une définition, enfin une redéfinition en cours de ce que c'est un DASRI humidifiant, peut-être plus précise de ce que sera un DASRI. Donc, c'est un groupe de travail qui est en cours et piloté par le ministère de la Santé, qui devrait, on l'espère, être donné des guidelines un peu plus précis pour du coup arriver à définir ce qu'est un DASRI ou pas et éviter de tomber dans un excès qu'on peut avoir parfois, qui consiste à dire finalement, dans le doute, je le mets dans les DASRI, comme ça, c'est sûr, on ne me le reprochera pas. Et donc, ce qui peut aboutir à des éléments de surconsommation, de surproduction indue de déchets, d'activités de soins à risque infectieux. Merci Emeline pour cet éclairage et donc j'invite tous les participants à aller sur le site de la NAP et à bénéficier effectivement de tous les outils que vous mettez à leur disposition et notamment effectivement l'étude que vous venez de présenter. Je vois que Noémie Renaud a changé de lieu. Merci beaucoup Noémie. Bonjour, vous m'entendez là ou... C'est parfait. Ah, parfait. C'est génial. Eh bien, je vous propose de prendre la parole, Noémie. Est-ce que vous voulez du coup qu'on charge le diaporama ou vous pouvez le faire vous-même? C'est à votre convenance. Bon, on va essayer. Je vais essayer moi-même. Est-ce que là, ça marche? Alors, pour l'instant, non, mais ça va peut-être être le cas dans quelques instants. Ah, c'est en train. Oui, ça marche. Alors, je vais me mettre en mode diaporama. Alors là, ça a marché et on ne le voit plus maintenant. Ah bon? Oui. Et là? Alors. On va décider.
Sinon, je vous propose de le passer. On va réessayer comme ça peut-être. Et là, est-ce que c'est bon? Alors, on le voit, il faut juste le mettre en mode présentation. En cliquant, par exemple, en bas, à côté du 72%. Voilà. C'est bon là? En cliquant là sur juste à côté, la petite icône juste à côté de 72% pour faire le plein écran. Juste à côté, voilà, là. Ouais, mais ça marche pas. D'accord. Sinon diffusez-le alors à ce moment-là. On va D'accord. pas perdre de temps. Alors, il faut que vous départagiez, voilà. Effectivement, ça ne l'affiche pas en mode plein écran. Oui, c'est bloqué. Écoutez, je vous propose de le diffuser quand même comme ça. Oui, voilà. D'accord. Bon, bonjour à tous. Excusez-moi pour ces soucis informatiques. Je pense que mon ordinateur était en train de rendre l'âme. Moi, je suis Noémie Renaud. Je suis responsable du service technique et biomédical et j'ai réalisé un DU en management du développement durable en santé en 2017. Je travaille à la clinique du Pré au Mans, qui est une clinique privée appartenant à un groupe régional de 215 lits et places. On a 16 salles d'op et on fait 22 000 interventions par an. Je vais vous parler du tri des DASRI au bloc opératoire parce qu'en 2018, on a commencé à monter un groupe de travail et on a pas mal avancé sur cette question du DASRI, en tout cas au bloc opératoire. Passer à la diapo suivante, Marie-Claire. Alors, j'essaye en vain. Je vais du coup, je vois avec Hugo. Est-ce que tu peux essayer de prendre la main? Ça n'a pas l'air de vouloir défiler. Ok. Merci. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Pendant ce temps, hein, vous voyez que les questions que vous avez posées dans le fil de discussion et dans les questions-réponses sont en train effectivement de trouver leurs réponses grâce aux intervenants. Merci beaucoup à eux. Alors, est-ce que Hugo, tu auras plus de réussite? En tout cas, c'est la diapo suivante, c'est bon. C'est parfait. Bon, je poursuis. Donc, je vais faire un point sur le contexte. En 2018, notre production, elle était de 81 tonnes de DASRI. Alors, pour l'ensemble de la clinique, je n'ai pas sorti d'indicateur focus sur le bloc opératoire. Et ça représentait 37 000 € hors taxe, hein, ce qui représente le coût collecte et incinération des DASRI. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? On a eu l'arrivée d'une nouvelle infirmière hygiéniste. Très motivée sur ce sujet des DASRI et aussi des nouveaux anesthésistes réanimateurs au sein du bloc opératoire et notamment une nouvelle anesthésiste qui était particulièrement sensible aux questions du développement durable au sein du bloc opératoire, de par notamment des expériences qu'elle a eues dans d'autres établissements avant d'arriver chez nous. Et puis de façon plus globale, au niveau du bloc opératoire, le personnel était de plus en plus demandeur de diminuer l'impact environnemental de leur activité de l'activité du bloc opératoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec tous ces facteurs-là et ces nouvelles personnes, on a décidé de monter un groupe de travail. Et ce groupe de travail, on a fait une série d'audits, des audits, un audit initial, des audits pendant, mais aussi des audits après la mise en place de guides de tri que je vais vous exposer ensuite. On peut passer à la diapo suivante. Donc, cet audit initial, en 2018, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que dans les salles d'opération, il y avait systématiquement un grand sac jaune DASRI, un grand sac jaune ordures ménagères, et puis dans les baquets, plusieurs petits sacs jaunes suivant les types d'intervention.
en salle de réveil et en pré-anesthésie, on a observé qu'à chaque poste de SSPI, il y avait le petit sac jaune pour les DASRI et 1 ou 2 grands sacs bleus dans la pièce. Et idem dans les pré-anesthésies. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que finalement, il y avait quand même une grande partie des déchets qui allaient en systématique dans les DASRI. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait un peu de traces de sang ou de bétanine, ou même si ça provenait du champ opératoire, globalement, le réflexe, c'était de mettre dans le sac jaune. Et puis, il y a aussi le fait que le sac le plus proche de l'acte, c'était le sac jaune. Donc, par défaut, on mettait dans le sac jaune. Donc, avec le groupe de travail, comme mes collègues tout à l'heure, on a repris la définition du DASRI, donc surtout avec l'appui aussi de notre infirmière hygiéniste. Ça, c'est la diapo suivante. Et finalement, dans cette définition du DASRI, on a bien le côté, je ne vais pas tout relire, ça a déjà été expliqué tout à l'heure, mais le côté risque infectieux, donc c'est tout ce qui est viable et qui peuvent causer des maladies chez l'homme. Il y a le côté piquant tranchant, il y a le côté produit sanguin à usage thérapeutique et il y a les déchets anatomiques humains. Donc, de cette définition-là, avec notre groupe de travail, ça c'est la diapo suivante, on a mené une réflexion et on s'est dit qu'effectivement, au niveau des pré-anesthésies de la salle de réveil, à l'exception de tout ce qui est piquant tranchant, finalement, il n'y a quasiment pas de DASRI. Dans la plupart des interventions, sauf si le patient est infecté, BHR, Covid ou autre, on a établi des listes finalement, ou alors si vraiment c'est très très sanguinolent, c'est pas du DASRI non plus. Mais effectivement, par rapport au groupe de travail, là, ce qu'on a observé, c'est le risque psycho-émotionnel ou le fait de changer d'habitude et des peurs. Certains salariés n'étaient pas tranquilles, en tout cas, qu'il puisse y avoir certains déchets avec quelques petites un peu de sang qui partent dans les ordures ménagères. Ils avaient peur pour leurs collègues qui prennent en charge les déchets à la suite du bloc opératoire, donc les agents de collecte interne notamment, mais aussi pour la suite du transport des DASRI. Ça va être la diapo suivante. Donc, en 2019, on a commencé à changer les pratiques au niveau du bloc opératoire. Donc, tout d'abord, en salle de réveil et au niveau des pré-anesthésies, déjà, on a remplacé le petit sac DASRI à chaque poste par un sac bleu. En systématique, tous les postes sont équipés d'un sac ordures ménagères. Et par contre, est à disposition dans la salle un grand sac jaune, mais il est plus au plus proche de l'acte. Donc, pareil dans les pré-anesthésies. Il y a toujours la présence des fûts à piquant tranchant. Et puis, il y avait aussi la question du verre médical vide, les petites fioles vides. Donc, on n'a pas de filière verre médical. Au moins, les déchets sont incinérés. Mais il ne faut pas non plus que les fioles se cassent. Donc, il ne faut pas les mettre dans n'importe quoi. Donc, on a trouvé l'idée avec le groupe de travail de réutiliser des bouteilles vides type Versilène. Là, j'ai mis une petite photo. Le plastique est très dur, très rigide. Et on met les petites fioles dedans et on bouchonne. Et du coup, c'est mis en ordures ménagères, mais de façon sécurisée. Ça va être la diapo suivante. Au bloc opératoire, dans les salles d'opération, ce qu'on a fait, c'est que pour le verre médical, on a fait la même chose que dans les pré-anesthésies et en salle de réveil. Par contre, pour guider le personnel, on a établi avec le groupe de travail un guide de tri avec une liste d'interventions où on met de base des sacs jaunes ou où on n'en met pas. Donc ça, c'est la diapo suivante. Alors, le guide est un peu petit, mais je pourrais le mettre à disposition s'il faut. En fait, ce qui se passe, c'est que lister les interventions dans lesquelles on va mettre des sacs jaunes, donc par exemple les hépatectomies, les amputations ou les anévrismes. Et finalement, toutes les autres interventions, puis là où il y a le patient à une pathologie infectieuse, toutes les autres interventions vont dans les ordures ménagères. Ce qu'on a pu observer avec le groupe de travail, c'est que finalement, ça fait beaucoup plus d'ordures ménagères, donc du poids supplémentaire dans les sacs d'ordures ménagères par rapport à avant, et on s'est rendu compte que nos sacs, ils n'étaient pas forcément très résistants.
Donc, on a mis en place des sacs. Alors, ils sont verts, parce qu'à l'époque, on a trouvé ça comme sac, mais on pourrait revoir la couleur. Mais ils sont avec une composition beaucoup plus épaisse. Et donc, on n'a plus de problème de sacs qui pouvaient un peu craquer avec des petits écoulements ou d'avoir des déchets qui pouvaient être vus par des personnes extérieures au bloc opératoire. Dans les guides de tri et par rapport au groupe de travail, c'était important quand même de spécialiser que néanmoins, malgré cette liste, c'était quand même le personnel du bloc opératoire, notamment la penseuse, qui, si elle l'estimait, pouvait mettre en place un sac d'asserie. Et on avait vraiment fallait qu'on laisse cette ouverture, ça rassurait les équipes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Plus récemment, cette année, on a continué à travailler. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit stand-by entre 2019 et 2021-2022 dû à la pandémie. D'ailleurs, on a observé pendant la pandémie que les taux de DASRI ont largement réaugmenté parce qu'ils ont tout remis dans les DASRI aussi par peur. Mais depuis, la liste, elle s'est optimisée au niveau des interventions. Et finalement, on garde dans le DASRI les déchets issus de patients Covid, les déchets infectieux, les déchets qui sont très ensanglantés, les déchets issus des cell savers, des endoprothèses, donc les déchets infectés par les BHR, Clostridium ou Covid, les petites pièces anatomiques non identifiables, toujours les piquants tranchants, ça ne change pas. Et puis pour le moment, on garde encore les déchets qui sont issus de patients Covid+, parce que ça ne fait pas encore l'unanimité chez nous, la décision du DASRI, pas DASRI, mais ça sera un prochain axe de réflexion. Et donc, cette liste a été remise à jour avec toujours le côté où la penseuse, en fonction des cas de figure, peut mettre en place un sac DASRI si le personnel en ressent le besoin. Donc, voilà pour les guides de tri. Je vais parler maintenant plutôt des indicateurs. Avant de parler des indicateurs sur les tonnages et sur les coûts, cette diminution de DASRI, elle nous a aussi permis de réduire notre nombre de collectes. On est passé de 6 collectes à 3 collectes. Et donc, ça a un impact financier du fait du transport et environnemental. On a une diminution forcément de l'impact carbone lié à notre transport qui n'est pas négligeable. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau tonnage, là, je vous ai fait un petit graphique où on voit depuis 2018, entre 2018 et 2021, parce que bon, l'année 2022 n'est pas finie, on a diminué de 47 tonnes la production annuelle de DASRI entre 2018 et 2021. Au niveau financier, si on compare 2021 et 2018, c'est 10 000 € de moins. Ce qui n'est pas intégré dans ma diapositive, c'est qu'on a une activité qui est croissante depuis 2018 et qu'on a des coûts de traitement de DASRI qui ont augmenté. Donc, au final, à identique, ça serait encore plus que 10 000 €, mais en tout cas, chaque année, faire 10 000 € d'économie, c'est déjà très bien. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais finir une dernière slide pour parler des travaux qui se poursuivent au niveau du groupe de travail. Au bloc opératoire, on travaille sur la mise en place de filières métaux, notamment avec l'association des petits doudous. Et on travaille aussi sur la réduction des déchets à la source, en révisant avec notamment le personnel de la pharmacie, la pharmacienne, les kits anesthésie des sets, parce qu'on observe que parfois il y a des sets où il y a certaines compresses ou certaines cupules qui ne sont pas utilisées et qui du coup sont jetées. Donc il y a de l'optimisation du déchet à la source. Dans les autres services, on travaille sur des audits et le travail sur les précautions complémentaires et les DASRI. Finalement, on va essayer d'amener ce qu'on a fait au niveau du bloc opératoire maintenant sur les services de soins. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Noémie Renaud, pour cette présentation. Je pense que, du coup, votre retour d'expérience illustre l'intérêt d'une telle démarche et tous les gains que cela peut susciter au sein d'un établissement. Et c'est vrai que depuis le début du webinaire, on
on voit bien que les établissements sont confrontés à un enjeu d'optimisation de la production, de la gestion des dasseries. Et je vais maintenant donner la parole à Youssef Ernest, qui est directeur général de Proserve Dasserie, également à Eric Chouka, qui est auditeur externe, expert dasserie, et puis à Cécile Demeaux, qui est responsable RSE chez Elsan, qui ont accepté de nous présenter à 3 voix et nous faire part leur retour d'expérience sur le partenariat que Elsan a tissé avec Proserve Dasserie, et puis bien au-delà, effectivement, sur les enjeux d'optimisation de gestion des dasseries. Je vous laisse la parole, Youssef, qui, je crois, commencer cette prise de parole. Bonjour à tous, merci Marie-Claire pour cette invitation. Est-ce que vous voyez, vous arrivez à voir les slides ou est-ce que… Oui, on voit les slides. Parfait. Il n'y a pas le mode présentateur? Non, c'est parfait. Bien, on est tranquille. Merci Marie-Claire. Comme vous l'avez indiqué, notre intervention va se faire avec le concours de 3 personnes, hein, du côté d'Elsan, Cécile Demeaux, du côté du cabinet de conseil FRES spécialisé dans la gestion des déchets hospitaliers, Eric Chouka, et puis moi-même en tant que directeur général de Proserve Dasserie. Pour introduire cette présentation, je vais passer directement la main à Cécile pour qu'elle puisse faire un rappel de l'origine de cette collaboration entre Proserve Dasserie et le groupe Elsan. Juste une petite information, Youssef. Je viens de recevoir un message de Cécile, elle n'est pas dispo tout de suite pour des questions de transport. Donc, je comprends, pas de souci. Eric, est-ce que tu veux que je me lance peut-être? Ah oui, je pense, oui. OK. Parfait. Vous arrivez à voir le slide, Marie-Claire? Excusez-moi, en fait, sinon je peux intervenir, mais malheureusement, voilà, je risque il peut y avoir des petites coupures. Bon, les joies des transports. Oui, c'est ça. Oui, l'origine du besoin, hein, c'était pour nous d'avoir un prestataire unique pour l'ensemble de nos sites et d'avoir une démarche complète par rapport à notre périmètre d'établissement, et puis d'harmoniser notamment toutes nos pratiques, parce qu'on l'a vu, hein, les démarches sont différentes d'un établissement à un autre, et pour nous il y avait un enjeu d'arriver à standardiser un petit peu ça, notamment aussi sur les affichages, d'apporter un soutien à nos établissements et de garantir par là une conformité vis-à-vis de la réglementation, évidemment de maîtriser les risques et les coûts, on l'a vu, hein, on a tous ces enjeux-là. Et évidemment aussi d'avoir une réflexion sur, on l'a vu avec l'outil de la NAP, quelles allaient être les voies de traitement de demain, être assez autonome vis-à-vis des incinérateurs, de la banalisation, et d'apporter quelque chose qui soit plus durable finalement pour nos établissements, et évidemment de mesurer la performance de nos sites et de s'améliorer de manière continue. Merci Cécile. En réponse à toutes ces attentes qui ont été formulées par Cécile, du côté de Proserve, on a identifié rapidement un potentiel fort de collaboration avec le groupe Elsan qui allait nous permettre en fait de lancer le déploiement d'une stratégie qu'on a définie il y a quelques années au moment de la création de Proserve. C'est se positionner en société leader, référent dans la gestion des déchets. Et dit autrement, c'est de passer du statut de transporteur de déchets, comme on a souvent cette étiquette qui nous colle, à plutôt la position d'un partenaire capable de développer du sur-mesure pour ses clients. C'est bien donc cette logique-là, ou cette rencontre entre une ambition forte chez Proserve, des attentes, comme vous l'avez vu, assez précis, larges du côté du groupe Elsan, qui ont donné lieu à cette collaboration. Cette collaboration s'articule aujourd'hui de 4 axes complémentaires à la prestation de base connue par tout le monde, hein, qui est la collecte et le traitement. Ces axes-là, en premier, c'est l'audit, ou plutôt le diagnostic qui va vous être présenté par Eric. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette étape préalable de diagnostic est essentielle afin de faire une photographie sur la maîtrise du circuit général des déchets dans l'établissement de santé, avec un zoom, bien évidemment, sur le DASRI, et de pouvoir adapter par la suite notre prestation et les services proposés à ces établissements-là à cette situation du circuit général du DASRI dans l'établissement.
Le deuxième axe, c'est le conseil. Il fait suite à chaque audit ou diagnostic réalisé par la société FRS. Il donne généralement lieu à un plan d'action qui a pour objectif de remédier aux problématiques ou identifier aux faiblesses perçues. Et puis, il constitue un engagement mutuel et de la part de Proserve et de la part d'Elsan afin de régler ces problématiques-là. Le troisième axe, c'est la formation. On a la formation, on en a beaucoup parlé. Ce n'est pas aussi simple la formation dans le secteur du DASRI parce qu'il y a une certaine ingénierie pédagogique, bien évidemment, à développer pour adapter le contenu de ces formations et le parcours de formation, parce qu'il ne suffit pas de faire une seule formation, mais il y a aussi un travail par la suite de reformation au recyclage, à adapter au profil du professionnel de la clinique ou de l'établissement de santé public. Les besoins des professionnels ne sont pas les mêmes en bloc opératoire, en service, entre une aide-soignante, un infirmier, un médecin, chirurgien ou pas, et ainsi de suite. Et puis le quatrième axe, c'est les autres services qu'on propose au groupe Elsan. Alors, ils sont multiples. On pourrait citer, je pense à titre d'exemple, la fourniture de cartons et fûts. Généralement, les établissements sont extrêmement autonomes sur cette prestation et on a identifié avec le groupe Elsan rapidement l'intérêt de travailler ensemble pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'adéquation des contenants aux besoins. Eric donnera l'exemple, vous trouvez dans certains services des boîtes à aiguilles à 10 litres alors qu'ils produisent peut-être 2 ou 3 aiguilles par jour. C'est une aberration. Rationalisation des références aussi sur ces contenants cartons-fûts et puis, in fine, bien évidemment, une maîtrise des coûts en termes d'achat de ces cartons-fûts. Comme déjà cité, ces 4 axes de travail complètent le travail de fond sur la prestation de collecte et de traitement, qui est une prestation assez classique, où on a l'impression qu'elle existe depuis 25 ans et il n'y a pas grand-chose à faire pour l'optimiser, et on se trompe parce que cette prestation est clairement optimisable. Sur la collecte, il y a eu un gros travail sur les établissements d'Elsan qui sont au nombre, ils sont plus de 100 en France. Sur la première des étapes, c'est une réaffectation des cliniques à l'agence logistique la plus proche. Historiquement, pas mal d'établissements travaillent avec des agences qui sont plus lointaines que celles qui sont situées à quelques kilomètres pour des raisons économiques, historiques qui expliquent ça. Donc, il y a eu cette première étape de mapping. La deuxième étape qui est la plus importante sur la collecte, c'est l'alignement de la fréquence de passage, de passer d'une fréquence de passage historique à une fréquence de passage réglementaire. Et généralement, c'est très mal perçu par les établissements qui ont l'impression de perdre en termes de confort logistique. Et généralement, on y arrive avec un travail, bien sûr, d'argumentaire et sur le côté environnemental, parce que réduction de la fréquence veut dire réduction des kilomètres et donc de l'impact carbone, mais surtout avec un travail sur les éléments économiques. Nous arrivons en fait à aligner, on va dire, les intérêts entre l'établissement de santé et le collecteur en modifiant le système de facturation. On passe d'une facturation à la tonne qui existe depuis plusieurs années et qui est une aberration économique à une facturation au passage et au nombre de bacs collectés chez l'établissement de santé qui reflète beaucoup plus les éléments générateurs de coûts chez un transporteur puisque une tournée est limitée par un nombre de stocks par jour chez le chauffeur collecteur et par le nombre de bacs qu'on collecte dans le client puisque l'espace n'est pas illimité. C'est donc ce changement de modèle qui, généralement, motive beaucoup les établissements de santé à passer de ce modèle de facturation à la tonne à un modèle de facturation au nombre de passages et au nombre de bacs pris. Et généralement, on s'aperçoit rapidement qu'une performance se met en place avec un meilleur taux de remplissage des bacs et puis une réduction du nombre de bacs confiés à chaque arrêt chez l'établissement de santé. Et puis, le traitement aussi est optimisable, comme l'a dit Cécile. On a aujourd'hui des choix historiques dans les établissements de santé qui travaillent avec un incinérateur qui est généralement plus loin que l'incinérateur d'à côté ou le centre de banalisation. Et c'est l'histoire qui a fait ceci, qui nous a amené ces résultats-là. Donc, avec le groupe Elsan, il y a eu un travail à l'échelle nationale avec un mapping de tous les incinérateurs, centres de banalisation et réaffectation de chaque clinique au centre de référence le plus proche. Et puis, la création de centres secondaires. Les cliniques ont la fâcheuse, on va dire, habitude d'oublier d'avoir 2 centres de traitement. Un premier qui sera disponible, il faut le dire, 11 mois sur 12 par an, parce qu'il y a 1 mois de maintenance par année, et puis un centre secondaire qu'il faut préalablement choisir et contractualiser avec ce centre-là pour ne pas se retrouver avec des surprises quand on a des problématiques techniques avec le centre de référence.
Comme je l'ai préalablement mentionné, ce travail est grandement facilité par l'étape de diagnostic qui est faite préalablement et ça me permet de passer la parole à Eric. Oui, bonjour à tous. Je vais. Ah, mais merci, tu gardes les diapos. Oui, donc Eric Chouka, moi je vais intervenir sur la réalisation des audits. Et comme vous l'avez vu, mon périmètre est aussi bien les DASRI que les risques chimiques et toxiques. Et finalement, pourquoi je lis ces trois items lors d'un audit? Parce que je considère que dans un établissement de soins, le risque biologique généré par les DASRI est aussi un risque souvent croisé avec le risque chimique et toxique. J'en veux pour preuve les DASRI qui sont issus des laboratoires et qui possèdent souvent le double risque chimique, toxique et biologique. Et puis en même temps, des utilisations de produits à l'intérieur de l'hôpital qui mettent en jeu la sécurité des personnels, le nombre de produits décontaminants, désinfectants qui présentent des pictogrammes de risque est absolument à prendre en compte, ainsi que par exemple l'utilisation de formules au bloc opératoire. C'est pour ça que dans mon périmètre d'audit, effectivement, j'inclus toujours le risque toxique et chimique. Alors, sur un audit, les services concernés, pour moi, c'est tous les services, avec un focus sur des services qui, pour moi, me paraissent des services phares en matière de production de déchets, les urgences, le bloc opératoire, la stérilisation, l'oncologie avec l'hôpital de jour ou de semaine dédié aux chimiothérapies, et puis certains services de chirurgie qui sont pour moi référents en matière de DASRI, chirurgie orthopédique, viscérale, la réanimation, etc. Les déchets concernés, donc c'est bien entendu les DASRIA, les pièces anatomiques, mais aussi les déchets d'activité économique ou les DAS, dont tous les déchets assimilables aux ordures ménagères et les déchets recyclables, valorisables, et puis les produits chimiques, les emballages soudés. Matériel concerné, c'est tous les matériels qui sont en contact avec le patient et ou l'acte de soin. Les intervenants concernés avec lesquels je dialogue, c'est très large, hein, mais ça commence en priorité avec le service d'hygiène, qui pour moi est l'interlocuteur privilégié dans l'hôpital, les services économiques et techniques qui sont en charge de la gestion, on va dire, opérationnelle, la direction générale, où il est toujours intéressant de voir quelle est leur implication dans la gestion des déchets, ainsi que la hiérarchie encadrement, et puis toutes les personnes en contact avec les déchets. Alors, les non-conformités majeures que je vois dans les établissements, j'essaie de les identifier, de les expliquer et de les solutionner. Moi, l'audit, c'est des photos qui sont prises à un instant T, des photos de situation, et un commentaire que je prends en direct sur mon appareil, et mon compte-rendu est basé sur ces constatations que je fais. Donc, il y a une partie d'abord constatation, et à la fin du compte-rendu, une partie recommandation qui se base sur la réglementation, mais aussi sur les recommandations des sociétés savantes, type la CF2H, etc. L'observation du geste de tri, donc lors des visites de service et des zones dédiées, bien regarder comment se fait le tri, dans quelle filière on va le positionner, etc. Bien sûr, la vérification des procédures qui se trouvent dans l'établissement, donc une lecture de ces procédures, déjà pour vérifier si elles sont antinomiques avec la réglementation, et en même temps, si elles sont suffisamment définies et documentées. Je tombe souvent sur des procédures qui datent de 10 ans, 8 ans, donc là, effectivement, on essaye de booster un peu les mises à jour. Donc, je visite les différents services, je regarde le nombre de lits, l'organisation générale, bien sûr le tonnage des déchets d'établissement, avec le tonnage des AOM, le tonnage d'ASRI, en essayant de voir si les ratios sont cohérents par rapport à la majorité des établissements de même taille, avec, disons, la même activité que je vois régulièrement. L'année dernière, rien que pour L100, je crois que j'ai fait plus de 65 établissements, Cécile me reprendra. Rien que pour L100, donc j'en ai fait d'autres aussi pour d'autres entités. Alors, les visites de chaque service, là, je vais vérifier le type d'emballage,
Bien souvent, la réglementation sur les emballages de 2003 n'est pas respectée, en particulier en ce qui concerne ce qui est susceptible de fuir, de couler. Donc, la manière de faire, les procédures et les consignes d'affichage, sont-elles dans le service, sont-elles connues? La formation du personnel, est-ce que les personnels ont eu une formation en particulier d'encadrement? Est-ce qu'il est nécessaire d'interviewer le personnel au cours d'un audit, bien entendu, sur les pratiques? Je donne l'exemple des services qui mettent en œuvre des traitements par chimiothérapie. Il existe encore, malheureusement, et ce n'est pas un fait rare, des procédures concernant les poches passées à moitié ou pour lesquelles un patient a eu une réaction, donc qui contiennent encore des produits qui sont des produits chimiques toxiques. Il existe encore des filières qui sont utilisées en aciérie et non pas sur les DIS à 1200 degrés. Et puis la visite du local de chaque service apporte un certain nombre d'éléments, y compris réglementaires. L'organisation de l'évacuation interne des déchets, moi j'ai l'habitude de travailler en parapluie, c'est-à-dire en partant du haut pour aller au local final, au dernier local, donc vérifier un peu les circuits. Est-ce que les ascenseurs sont décontaminés? Est-ce que c'est des ascenseurs réservés? Quel est le circuit à l'intérieur du croisement avec le public? Comment on peut sécuriser ça si on n'a pas les moyens au niveau architecturel de faire des circuits complètement dépendants? Sur la gestion du personnel, donc c'est les contrats aussi pour les entreprises extérieures. Hein. Il y a un nombre d'établissements qui font appel à des sociétés extérieures, en particulier sur les postes d'ASH ou les postes de ménage. Voir quel est leur périmètre, comment ça s'articule avec le personnel qui, lui, est une entité de l'établissement. Donc, j'en ai parlé, la gestion des nettoyages et des infections, moi qui me paraît aussi faire partie d'un périmètre d'audit. Souvent, dans les établissements, on a des armoires de translation qui vont conduire jusqu'au local final les déchets, et là, où ils vont être à nouveau remanipulés pour être mis dans les bacs pour pouvoir être transportés et traités. Donc, ces armoires de translation, souvent, je ne vois pas de protocole de désinfection, ou alors des détergents désinfectants qui ne sont absolument pas appropriés au nettoyage et à la désinfection de ces armoires. Sur le local à déchets central, là, je vais vérifier la propreté, bien sûr, du local et aussi la désinfection, comme je l'expliquais tout de suite, des matériels de transit. Je réalisais des ouvertures de sacs en aveugle pour vérifier un peu le contenant. Je vous avoue qu'avec le Covid, on avait suspendu cette activité. Peut-être que je vais la reprendre, mais c'est vrai que l'ouverture de sacs, c'est intéressant, puisque là, on voit bien comment est fait le tri. D'ailleurs, sur les sacs aussi, un petit mot, c'est la traçabilité, l'eurodatage, qui souvent fait défaut dans les établissements, que ce soit sur les boîtes d'OPCT ou que ce soit sur les sacs et les cartons qu'on va retrouver au local final. Je vous rappelle que la production du déchet est effective au moment de la fermeture du contenant, et donc ça doit être tracé pour permettre aux autorités de l'État, en cas de contrôle, de vérifier si la notion de 72 heures, 5 jours ou plus, elle est respectée. Pour les boîtes d'OPCT, là, il s'agit simplement d'une question d'hygiène. La réglementation ne demande pas de redatage spécifique, mais il est intéressant de savoir combien de temps traîne une boîte d'OPCT sur une paillasse. Moi, j'en vois où la date d'ouverture est tracée et elle est tracée à 3-4 mois, des fois avant, au moment où je passe. Ce qui veut dire que le contenant n'est pas bon. Quand il y a quelques fonds d'aiguille, comme le disait marqué Youssef Ernest, quelques fonds d'aiguille sur une boîte de 10 litres, visiblement, on n'a pas adapté correctement le contenant. Donc, bien sûr, le respect des quantités et des délais, et ça me permet de vérifier les délais de stockage avec les informations qui sont contenues dans les certificats d'acceptation préalable pour ce qui est des produits chimiques toxiques et dans les BSD pour ce qui est des DASRI. Vérifier aussi s'il y a des conventions en cas d'apport de déchets extérieurs.
Juste d'ailleurs un petit point sur une intervention qui a été faite tout à l'heure concernant le lieu où pourrait être posé un banaliseur dans un établissement. L'ICPE, elle dépend uniquement du tonnage. C'est-à-dire à partir d'une tonne, on doit être déclaré ICPE quand on a des apports juridiquement différents du lieu de stockage. Et puis, sur donc les filières de traitement qui vont être utilisées, je dois dire qu'on est moins, comment dire, alors j'utilise souvent le terme de l'ayatollah-dutrice, que je ne suis pas du tout. Moi, je pense qu'il faut faire en fonction du contexte, mais tout en respectant quand même, bien entendu, les règles imposées. Et ce qui veut dire que, effectivement, quand des matériels qui ont été en contact avec le soin, donc on est un peu borderline. Est-ce qu'on le met en dasserie, est-ce qu'on le met pas en dasserie? Effectivement, quand on va en incinération directe, le risque est un peu moins important que quand on va en enfouissement technique. La slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, quels sont les bénéfices? C'est faire un bilan à l'instant T, l'état des lieux des pratiques, l'état des lieux des connaissances, vérifier le respect de la réglementation. C'est organisationnel aussi, redéfinir les règles et les faire appliquer, redéfinir les règles quand les pratiques sont éloignées, mais ce qui est relativement rare quand même, communiquer et renforcer l'efficacité du processus. Sur l'économique, c'est la réduction des tonnages de déchets, bien sûr, notamment d'asserie, donc la réduction des coûts, et mieux organiser ces filières de traitement. Et puis, ce qui me paraît essentiel, c'est la sécurité pour les patients, pour les soignants, pour les intervenants extérieurs, les sociétés extérieures qui vont intervenir. Il faut qu'aussi, si elles sont au contact d'un risque, il faut qu'elles soient suffisamment protégées et informées, et puis au-delà, bien sûr, des visiteurs. Vous me permettrez de conclure cette approche par quelques informations qui pour moi sont plus personnelles. Dans mon activité, je voyage pas mal et là, je reviens d'Afrique et ça m'amène à une réflexion sur l'analyse post-pandémie des moyens qui ont été mis en œuvre pour le traitement des déchets générés par la pandémie. Les capacités de traitement ont été quasi saturées. Parce que d'abord, on ne connaissait pas le virus, et ensuite parce qu'il y a eu une production énorme liée à cette pandémie. Mais on a quand même maintenant un certain nombre d'éléments de recul. La Société française d'hygiène hospitalière, l'ASF2H, a publié le 23 septembre 2022 un document sur les déchets d'activité de soins que je vous invite à consulter parce qu'il me paraît très important. Je vais en dire quelques mots d'ailleurs. Le Haut Conseil à la santé publique a maintenant une commission spécialisée risques liés à l'environnement qui se préoccupe de ces questions-là et qui sort un document. Et puis, je rappelle, comme il a été dit, que le ministère va rééditer un guide d'Astri début 2023 il était content qu'il se fasse, hein, puisque on avait sur les territoires de France un certain nombre d'initiatives, de documents qui circulaient sur le traitement des dasseries. Je me rappelle d'un jour, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une clinique du sud de la France, où on m'a dit « j'applique la nouvelle réglementation ». Je fais remarquer que ce n'était pas une réglementation, c'était un travail d'une équipe, mais que la réglementation, jusqu'à maintenant, n'était pas changée. Donc, effectivement, ce guide, il est attendu, parce qu'il va, je pense, il a pris en compte, me semble-t-il, l'ensemble des expériences qui étaient faites sur le territoire actuellement, et puis bien rappeler aussi les obligations, et puis bien sûr derrière la responsabilité juridique des établissements portée par les directeurs d'établissement. Enfin, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon travail en Afrique. Là, il y a 4 mois, j'étais au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et là, je reviens de Madagascar. Sur la zone subsaharienne africaine,
On a une recrudescence de maladies qu'on pensait voir endiguer, en particulier les fièvres hémorragiques du groupe 4, fièvre de Lassa, pour ne pas les citer, dans le nord du Bénin et dans le nord du Togo. Et ça interroge, puisque dans la note de la Société française d'hygiène hospitalière du 23 septembre, ils disent, je cite mot pour mot, « Les projections dans ce domaine sont complexes et surtout peuvent concerner le long terme, comme illustré par le risque de voir ressurgir des agents pathogènes que l'on pensait pour longtemps à l'écart, comme le bacille du charbon du fait du réchauffement climatique et de la fonte du permafrost. » Tout ça vient d'être, j'allais dire, un peu confirmé par une décision qui vient d'être prise au G20 de la création d'un fonds pour lutter contre les pandémies à venir. Donc, en amont, un fonds qui est doté d'1,4 milliard. Donc, en conclusion, ce que je dirais que c'est dérèglement climatique et le réchauffement en Europe risquent de voir faire apparaître des maladies réservées jusque-là aux zones subsahariennes. D'où, à mon sens, l'importance de garder le savoir-faire, l'organisation et les capacités de traitement à un haut niveau de disponibilité. Merci Eric. On passe la parole à Cécile pour faire un petit bilan de collaboration entre Proserve, le cabinet FS et puis le groupe Elsan. Oui, on tenait effectivement à mettre quelques chiffres clés pour éclairer un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et voilà, vous pouvez voir que sur certaines cliniques, on a réussi à avoir des belles baisses de tonnage déjà. Alors, vous remarquez également que on se base sur 2019, hein, puisqu'on n'a pas voulu prendre 2020 comme année de référence. Et vous voyez également qu'on a voulu agir sur l'empreinte des collectes. Donc, on surveille le taux de remplissage des bacs et on a aussi pour objectif de réduire le nombre de collectes, ce que vous voyez donc sur la clinique Saint-Pierre comme sur la clinique Ambroise-Paré, même si par exemple sur la clinique Ambroise-Paré, avec l'augmentation de l'activité, on n'a pas forcément vu une baisse du tonnage. Donc l'objectif, c'est vraiment une amélioration globale du tri, de la manière dont on gère le déchet, avec évidemment à l'échelle du groupe une diminution parce qu'on sait qu'il y a une perspective de progrès sur ce sujet-là, mais non seulement. Voilà. Et donc, après ces chiffres clés, hein, on est évidemment satisfait hein, de cette nouvelle formule hein, qui finalement fait plutôt un partenariat que simplement un contrat. Vous avez entendu hein, qu'au niveau des audits, pour chaque établissement, on a vu voilà, des bonnes pratiques à mettre en place, un certain nombre de changements à opérer. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir des grandes tendances à l'échelle du groupe et de travailler justement sur les types de formations qui pourraient répondre à ces manques. Donc, voilà, je vais vous redonner au moment des chiffres clés les objectifs, mais effectivement, la réduction des passages, la réduction évidemment du nombre de bacs éventuellement, ce qui permet de libérer de l'espace dans les locaux terminaux. Hein. On sait que c'est compliqué. Ça nous permet en plus derrière de mettre des filières de tri, hein, de ne pas être uniquement sur du DASPI des AOM, mais bien d'aller remplir toutes nos obligations de tri des déchets et de mettre en place les 5 flux sur nos sites. Évidemment, ça passe aussi par une réduction du tonnage. Pour nous, ce qui est important, c'est effectivement de prendre en considération que la filière DASPI elle a une empreinte environnementale plus forte que les autres filières de déchets et que l'objectif est évidemment d'aller vers plus de valorisation du déchet et une empreinte moindre au niveau des collectes et notamment du bilan carbone qu'elles peuvent avoir. Merci beaucoup Cécile. Merci beaucoup à tous les trois hein, pour toutes les clés en fait, que vous avez accepté de partager avec nous pour améliorer les pratiques et
Et finalement, vous l'avez démontré au cours de votre intervention, l'importance de l'audit en fait du circuit des dasseries qui est majeur, avec de vrais bénéfices à la fois organisationnels, économiques et évidemment en matière de sécurité. Et merci aussi Eric pour vos intéressantes réflexions sur les risques et les enjeux à venir. Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir votre éclairage d'experts et voilà, avec cette dimension internationale, je pense que c'est important d'avoir cette vision quand on évoque ces sujets, en tout cas des enjeux et des défis auxquels on va être confrontés tous immanquablement. Je vais maintenant donner la parole à Véronique Molière, qui est directrice du C2DS. Et Véronique, tu vas nous montrer que valoriser les dasseries, c'est possible, avec exemple à l'appui. Merci Marie-Claire. Mais c'est ce qui a déjà été démontré par tous les exemples qui ont été présentés. Donc, en effet, bonjour à tous, je suis Véronique Molière et donc je pilote le Comité pour le développement durable en santé, le C2DS, et merci à la FHP pour cette invitation. Alors, le C2DS, en effet, Karine, merci beaucoup. Le C2DS est un réseau de solutions pour un développement durable qui est porté par 821 établissements d'ailleurs sanitaires et médico-sociaux qui sont implantés dans toutes les régions françaises, comme vous pouvez le voir, donc à gauche, tous statuts confondus, et donc sur la carte de droite, les établissements de statut privé. C'est une association à but non lucratif qui a été créée il y a 15 ans. Alors, vous l'avez peut-être entendu comme moi ce matin, Santé publique France a publié le bilan sanitaire des épisodes de canicule de l'été 2022 et Santé publique France note une surmortalité de plus de 10 000 personnes. Donc, l'heure n'est plus à la transition écologique, mais à une transformation énergétique et environnementale. Je pense que les précédents interlocuteurs seront tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut en effet changer de cadre et accélérer le rythme. Alors, le C2DS, pour sa part, agit en amont. Donc, nous informons, nous sensibilisons, nous aidons les établissements à maintenir cette motivation des équipes dans le temps. Et surtout, nous partageons les bonnes pratiques et créons finalement en permanence les conditions de l'échange entre pairs. Et donc, vous voyez donc à l'écran notre écosystème de travail, d'animation, de réseau. Et en effet, ça pulse. Alors, nous échangeons étroitement avec les fédérations hospitalières, la FHP bien évidemment, et sommes partenaires de l'ANAP avec laquelle nous travaillons sur des outils d'accompagnement. Alors, la clé, c'est en effet que chacun s'inscrive dans une dynamique collective et dans un secteur qui est lui-même en mouvement. Donc, nous le constatons encore aujourd'hui. Alors, on n'a évidemment pas envie d'agir seul dans son coin. C'est le sens de la dynamique du C2DS où 2 établissements nouveaux adhèrent par semaine en moyenne. Et finalement, ce vif intérêt est expliqué par le fait que les soignants sont des citoyens avant tout. Et ils ont bien conscience du changement climatique, ils ont bien conscience de l'impact de l'environnement sur la biodiversité et sur la vie humaine en premier lieu. Et donc, finalement, le gap entre ses habitudes domestiques, que chacun a intégré dans sa vie quotidienne, et le gaspillage constaté à l'hôpital est de plus en plus inacceptable pour les équipes. Donc, sans surprise, donc nous observons souvent en effet que les équipes elles démarrent par les déchets. Et c'est d'ailleurs ce ras-le-bol qui a motivé, par exemple, je pense à la campagne « Balance ton gaspille » que des infirmières libérales, c'est le syndicat Convergence Infirmière avec lequel on est partenaire aussi, ont lancé. Elles ont mesuré donc tout au long du mois d'octobre le gaspillage des médicaments IDM à domicile de leurs patients et on présentera les résultats bientôt. Slide suivante, Karine, s'il te plaît. Donc, trier et valoriser les déchets, c'est une évidence, oui. Mais concrètement, est-ce qu'on le fait? Alors, donc, ce qu'on observe, c'est que 52% sur cet échantillon d'un peu plus de 150 établissements qui répondent à l'Observatoire en développement durable annuel du C2DS,
Donc 52% de cet échantillon indiquent en effet qu'ils tiennent à jour le registre des déchets, donc ça c'est la partie orange du schéma, auquel s'ajoutent 23% qui en effet catégorisent et quantifient leurs déchets à l'aide d'outils réguliers, c'est la partie en bleu. Mais à l'inverse, globalement, on a quand même un quart à peu près, les 14% qui répondent non à cette question, les 11% autres, qui sont un peu justement dans une zone grise. Donc, ça nous fait un quart quand même qui sont globalement en retard sur le sujet et qu'il va bien falloir aller chercher, identifier, aller aider, accompagner. Petit clin d'œil, côté record, c'est le CHU de Clermont-Ferrand qui détient celui du nombre de filières de déchets avec 47 filières déployées totalement ou partiellement. Et l'équipe indique en effet, année après année, augmenter ses recettes, donc ses gains concernant les déchets. Bon, ils estiment aujourd'hui en effet récupérer 20 000 € sur un coût quand même très, très important au niveau du CHU de 900 000 €. Une autre petite donnée globale, peut-être intéressante aussi, qui nous est donnée par l'Observatoire de la nappe, édition 2019, qui indique que 53% des établissements répondants ont un objectif de réduction des déchets. Alors, verre à moitié vide, à moitié plein, c'est très bien, mais on a quand même 47% là aussi qu'il va falloir aller motiver pour s'engager et agir pour réduire ces déchets. Alors, de quelle dasserie parle-t-on ? Ça a été bien évidemment évoqué au fil de ces différentes interventions ce matin. Le travail de l'équipe de chirurgie ORL de l'Institut Curie à Paris est très intéressant parce qu'il montre que dans les déchets du bloc, les dasseries représentent 67% selon le guide technique de 2009 recommandé par l'ARS Île-de-France ou 4% selon le décret du 6 novembre 1997 qui a été présenté dans la première intervention. Et slide suivante, même travail réalisé par l'équipe de chirurgie en cénologie qui quantifie 83% ou 1% de dasserie selon la qualification et la méthodologie choisie. Donc, en effet, il va bien falloir se mettre d'accord sur la manière de mesurer, en effet, ces dasseries, si on veut pouvoir donc les mesurer pour ensuite, en effet, les réduire. Autre chiffre de l'Observatoire du C2DS, les répondants évaluent les déchets à risque psycho-émotionnel à 1/3 de leur dasserie. Alors, c'est un chiffre évidemment global, c'est une moyenne sur cet échantillon. Un établissement confiait et d'autres d'ailleurs dans le même sens, dans les commentaires, sur le fait que ces déchets à risque psycho-émotionnel et l'équipe biologique d'ailleurs qui ne présentent pas de risque infectieux représentent parfois bien plus, 50 à 80% du poids des dasseries en fonction des secteurs. Autre donnée intéressante, c'est celle que nous donne le CH de Cannes, qui a observé que 80% des déchets solides au bloc sont générés avant même que le patient n'entre en salle d'intervention. Et puis, bien évidemment, réduire l'impact des dasseries, c'est aussi réfléchir à réduire l'impact des transports. Ça a aussi été évoqué par les intervenants précédents. Issu également de l'Observatoire annuel du C2DS en 2020, voici le top 5 des actions pour décarboner le transport des déchets. Et on voit en effet que le top numéro 1, 8,5% des répondants agissent sur le choix des conteneurs. C'est exactement ce qu'Elsan vient de préciser, dasserie pour optimiser le remplissage des véhicules. Ou le top 3, 4,3% des établissements déclarent pré-traiter leur dasserie sur site. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Alors, nous l'avons compris, éliminer les dasseries, c'est cher, c'est polluant. Nombreux sont les établissements semblables aux vôtres, avec les mêmes contraintes, ont décidé de réduire leur dasserie et ils l'ont réussi. Donc, en effet, dasserie, je n'en veux pas. Voici quelques exemples pour poser des repères et créer une saine émulation, des exemples qui viennent en complément de ceux qui ont été très intéressants, qui ont déjà été donnés. Donc, rapidement, en effet, entre 2004 et 2018, le CH de Toulon hier
L'établissement de 400 lits a réduit de 80% sa masse de dasserie. Alors certes, il leur a fallu 14 ans pour le faire, et ils avaient comme pilote le docteur Carinco, hygiéniste, administrateur du C2DS, mais surtout grand expert du sujet. Les dasseries représentaient 25% de l'ensemble des déchets solides et seulement 4% aujourd'hui. Un effet collatéral positif, le CH a multiplié par 3 le tonnage des déchets recyclés de 30 à 100 tonnes. Le CH de Monaco a réduit le volume de dasserie de 40%. Les 15 à 20 containers évacués par jour sont passés de 6 à 10. Alors, Sophie Diaz, conseillère environnement, filière tri, valorisation des déchets, nous a raconté, en effet, bien évidemment, comme ça a été aussi raconté, passer au crible par service le contenu des sacs en présence du cadre ou d'un ou deux agents par service, donc pour auditer et indiquer les conduites à tenir. Elle revient quelques temps plus tard, photo à l'appui pour montrer les évolutions, et elle précise en effet faire le tour 2 à 3 fois par an de l'ensemble des services de l'établissement. Et puis, le CH de Monaco a également développé un jeu dématérialisé qui s'appelle Triafond, en un seul mot. Et donc, ce jeu permet à la fois de faire participer les agents et de les impliquer dans cette démarche. Le CH de Toulouse a diminué de 45 à 20% ses dasseries et a augmenté de 55 à 80% ses DAOM. Donc, bien évidemment, les rapports, enfin, les deux filières sont liés. Intéressant de le dire en euros, le CH Annecy-Genevois a économisé 50 000 € en triant mieux ses dasseries en 2021. De même, la clinique du Val d'Ouest qui a économisé 18 000 € en réévaluant ses dasseries et 31 000 € en valorisant 6,4 tonnes de biodéchets. Le CH de Saint-Brieuc, un peu plus de 1000 lits et places, utilise le système ECODAS depuis septembre 2007 pour la gestion de ses dasseries. Alors, comment ça se passe à Saint-Brieuc? En effet, les déchets sont déposés en vrac dans la chambre de broyage pour 20 minutes. La température est ensuite portée à 138 degrés. Les déchets réduits en broyat sont donc stérilisés à la vapeur d'eau. La réduction du volume initial est conséquente, 80%, et le broyat stérilisé suit ensuite la filière des DAOM pour être incinéré, comme ça a aussi été déjà présenté. Alors, des contrôles et tests réglementaires trimestriels vérifient bien évidemment la qualité de la stérilisation. Donc, au final, c'est quand même intéressant, 98% des 300 tonnes de dasseries produites sont traitées par l'appareil, à raison de 7 à 8 cycles par jour. Et le CH de Saint-Brieuc nous indique en effet que les 5 tonnes restantes, qui sont des déchets métalliques de forte densité ou de grande dimension, des déchets soumis à des textes réglementaires particuliers, les cytotoxiques, les prions, etc., sont incinérés dans la filière classique. Autre exemple de traitement sur site, la clinique des Minimes au centre de Toulouse qui transforme 100% de ses dasseries en déchets assimilés aux ordures ménagères. Et c'est en effet un projet de collaboration avec une start-up toulousaine qui a permis le développement d'une machine qui broie donc les dasseries et les stérilise en 30 minutes. Les médecins s'engagent aussi. Je souhaiterais citer le docteur Gabin Momal, qui est ophtalmologue au CHU de Lille, qui a modélisé plusieurs scénarios pour éco-concevoir un acte, qui est une injection intravitréenne pour soigner une DMLA, une dégénérescence en effet de l'œil pour les personnes âgées. Donc pendant 18 mois qu'a duré son étude, il a tout mesuré, tout pesé, tout étudié. Et donc, nous savons ainsi que cet acte, que cette injection intravitréenne produit 570 grammes selon le scénario du CHU de Lille, qu'une session d'environ 20 injections, donc ça va très très vite, produit 3 sacs poubelles noires et 2 sacs de dasserie. Nous savons que 53,5% des déchets sont des dasseries. Mais ce que nous indique le docteur Momal, c'est qu'en effet, 92% des déchets jetés dans les dasseries ne répondent pas à la définition d'un dasserie.
Alors en France, comme 1,3 million d'injections intravitréennes sont pratiquées par an avec une croissance annuelle de 10%, eh bien, cela signifie, vous faites le calcul très rapidement, 550 tonnes de déchets. Et si on poursuit la logique du docteur Momal, bien évidemment, donc 50% sont jetés en dasserie, donc cela fait 250 tonnes, dont 92% ne sont en effet pas des déchets de risque infectieux. Alors, donc en effet, cet acte-là, cette réflexion-là, cette mesure semble, et ces résultats semblent anodins à l'échelle d'un établissement, mais évidemment plus du tout anodins quand on raisonne à l'échelle du pays. Enfin, autre exemple, voilà, Christelle est infirmière à l'hôpital privé Saint-Vincent-de-Paul et elle explique que, en tant que soignante, agir pour l'environnement, c'est principalement et premièrement réduire les déchets produits. Alors, comme d'autres, elle a mis le nez dans les poubelles dasserie et elle explique y trouver de tout, du papier, du carton, du plastique, des champs opératoires, des dispositifs médicaux en plastique ou métallique qui sont peut-être souillés mais pas infectés. Le sang n'est pas un déchet dangereux, dit-elle. Donc, les 3 établissements qui composent son groupe hospitalier produisaient en 2020 275 tonnes de dasserie pour un coût de 195 000 €. Eh bien, elle a pris le sujet à bras-le-corps, elle a décrété qu'il était raisonnable de réduire de moitié la production de dasserie et donc son coût, un objectif en cours d'être atteint, mais aujourd'hui, ce qui est acquis chez elle en tout cas, c'est que de nombreuses interventions chirurgicales ne génèrent plus aucun dasserie. Il a fallu changer les images mentales, nous a-t-elle expliqué. Alors, en conclusion, les dasseries sont avec... Pardonnez-moi. En effet, pour information, la ressource du C2DS, puisque nous participons au groupe de travail d'ailleurs, à la fois à la NAP et aussi avec la DGOS, mais nous avions donc produit en 2019 un document qui s'appelle Synoptique déchets et que je vous engage donc en effet à consulter. Et je vous disais donc en conclusion, les dasseries sont avec les biodéchets les 2 leviers principaux de la gestion des déchets. Gestion elle-même, qui est un point d'entrée clé dans une démarche globale de développement durable. Alors, valoriser ces dasseries, oui, c'est possible. Je dirais, c'est surtout absolument nécessaire. Et donc, le C2DS est là pour vous soutenir dans cette démarche, et notamment nos clubs métiers qualité, le club métier pharma, le club métier ingénieur, donc qui se réunissent entre pairs 60 minutes par mois en visio. Merci beaucoup. Merci Véronique pour tous ces récits d'initiatives réussies. À la FHP, on croit fortement à l'émulation créée par le partage de bonnes pratiques et sur ces sujets, quel que soit le statut. Voilà, toutes les bonnes pratiques, les initiatives sont bonnes à valoriser et à intégrer. Comme tu le soulignais très, très justement, il y a un enjeu effectivement plus large. On l'a vu, il y avait un enjeu économique, de sécurité, organisationnel, et puis cet enjeu environnemental qui est majeur, qui importe à la FHP dans le cadre de son plan stratégique. On a élaboré une charte d'engagement RSE de l'hospitalisation privée, et il y a un des axes, effectivement, l'axe principal, en tout cas un des axes concerne la décarbonation du secteur, et l'enjeu des déchets est majeur. Je vous propose, puisqu'il nous reste, avant de conclure, il nous reste quelques minutes pour les consacrer aux questions-réponses. Alors, un certain nombre de questions ont déjà trouvé leur réponse grâce aux intervenants que je remercie et qui ont pu, au cours du webinaire, y répondre, mais peut-être en prendre quand même quelques-unes si vous êtes d'accord. Une question qui concerne les déchets d'endoscopie digestive. Donc, la question est la suivante. Quelle filière pour les déchets d'endoscopie digestive, les pinces biopsie, les clips, DAOM, en sachant que les DAOM sont enfouis dans le département. Alors, qu'en est-il des déchets d'endoscopie digestive? Est-ce que quelqu'un souhaite y répondre? Je vous en donne aussi d'autres. Pouvez-vous nous préciser si les dasseries doivent être obligatoirement pesées au départ du site de production, ou est-ce possible qu'ils soient pesés avant d'être traités sur le site
d'incinération. Une autre question, au bloc, devons-nous avoir des poubelles fermées par un capot ou des poubelles ouvertes sont-elles autorisées? Je vous laisse, Youssef, vous souhaitiez répondre à une Et question. on fait le tri, hein. Je vais prendre la deuxième question. Oui. Pour la peser, il n'y a aucune obligation de peser sur son site avant de confier son déchet à la société de collecte de ces déchetteries. La pesée se fait automatiquement au centre d'incinération final ou le centre de banalisation final. Et c'est à ce moment-là que le BSD est rempli avec le poids. Sur la question sur les contenants, doivent-ils être fermés pendant leur utilisation? Moi, je vous renvoie aux recommandations, diverses recommandations qui ont été édictées, qui disent oui, effectivement, on devrait avoir les fermetures provisoires qui doivent être utilisées. Alors, pour les sacs, au demeurant, moi, je recommande toujours qu'ils soient placés sur des supports de sacs et non pas des supports en accordéon qui génèrent des mouvements d'air, donc des pollutions biologiques de l'environnement. Ça, on l'a vérifié, nous, avec des boîtes de pétri, avec un biocollecteur. On voit bien qu'on ensemence bien l'air quand on utilise les supports accordéons. Par contre, les supports qui se rabattent comme ceci sont effectivement des supports qui sont intéressants. Sur les flux plastiques, effectivement, de mettre le couvert, c'est intéressant, mais bien entendu, il faut aussi tenir compte des difficultés pratiques. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui va conditionner, qui va retenir des déchets à risque infectieux. Est-ce qu'aussi on n'a pas le risque au niveau de la manipulation quand ce n'est pas une manipulation par une pédale au pied, par exemple? Donc, il faut bien aussi observer le contexte dans lequel elle fait. Et vous savez, souvent, le mieux est l'ennemi du mal, je crois, c'est ça, et l'ennemi du bien. Ouais. Voilà. Merci. On a eu également une question sur les déchets de chimiothérapie. Ces déchets vont-ils en dasserie ou dans une filière spécifique? Bon, là aussi, je peux répondre. Alors, les déchets de chimiothérapie, il y a une double filière. Il y a les déchets qui ont été utilisés lors de l'administration des chimiothérapies, c'est-à-dire les lignes de transfert, les KT, etc., qui ne contiennent plus ou très peu de matière active de médicaments de chimiothérapie. Ceux-là vont en dasserie. D'accord? Et les OPCT vont dans des boîtes, bien sûr, piquant coupant franchi. En ce qui concerne les poches qui n'ont pas été passées en entier parce que le patient soit a eu une réaction, soit le médecin a décidé d'arrêter l'administration ou pour toute autre raison, à ce moment-là, les poches qui contiennent du principe actif de chimiothérapie doivent être ou retournées à l'URCC, mais de toute façon, leur destination n'est pas les dasseries, mais sont les usines de déchets industriels spéciaux qui traitent aussi tout ce qui est déchets de laboratoire, par exemple, solvants, etc., et qui travaillent avec des températures de 1200 degrés. Je vous renvoie une étude de l'ADEME en 2003, auquel j'avais participé, où on avait testé finalement les fumées des incinérateurs. Et on s'apercevait, quand on avait des poches de chimiothérapie, on arrivait à retrouver des molécules actives de chimiothérapie à 2 ou 3 kilomètres de la sortie des fumées, et on avait y compris retrouvé dans le lait des vaches qui broutaient dans la région, à 2-3 kilomètres. D'où l'importance extrême de cette question. Quand on a des résidus visibles de chimiothérapie, je ne parle pas des quelques gouttes sur les parois, mais quand on a du liquide au fond d'une poche, on va à 1200 degrés, non pas à 850. Merci beaucoup, Eric, pour ces réponses. Une question, peut-être une dernière question sur le verre médicamenteux, qui est un sujet dont on parle régulièrement. Les contenants en verre ayant contenu des médicaments, est-ce que ça va dans les DAOM, les DASSERI? Est-ce que le recyclage est possible? Alors, c'est une question ouverte. Qui souhaite se lancer? Bon, je veux bien faire un élément de réponse, mais j'allais dire qu'il va pas être, je ne sais pas s'il va satisfaire tout le monde, mon élément de réponse. C'est la nature des médicaments qui souvent va exposer ou pas un risque chimique toxique. Alors, effectivement, on fait attention à certains types de médicaments, comme les antirétroviraux, par exemple, ces choses-là, où on sait qu'il y a des principes à l'intérieur chimique du médicament qui sont extrêmement agressifs.
Donc, en règle générale, le verre, quand il est simplement souillé, il ne comporte pas, on va dire, de problématiques spécifiques. C'est plutôt quand le verre a encore du contenant à l'intérieur qu'on va avoir ces... J'en profite d'ailleurs pour... alors, c'est un trait d'humour, mais tout à l'heure, une personne a cité le CHU de Clermont-Ferrand. Et j'ai fait ma carrière hospitalière dans le CHU qui s'est terminée il n'y a pas très très longtemps. Et effectivement, le premier département de gestion des risques avait été monté à mon initiative en 1995. Si mes souvenirs sont bons, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça me rappelle à mon âge. Et pour compléter, Marie-Claire, si tu peux me permettre, en effet, ce sujet des verres médicamenteux est un sujet de travail au sein du C2DS. Quelques établissements sont particulièrement investis pour trouver des solutions, mais pour le moment, nous n'en avons pas trouvé. Oui. Mais on les diffusera largement voilà, dès qu'on aura des solutions. Et en effet, il y a plusieurs CHU, notamment celui de Montpellier, qui travaillent activement pour savoir comment faire avec ce type de déchets. C'est vrai que c'est un sujet effectivement qu'on évoque aussi régulièrement au sein du groupe de travail RSE de la FHP. Ça me fait la transition pour la conclusion de ce webinaire. Docteur Clich, qui donc préside ce groupe de travail RSE. Eh bien, en cette qualité, docteur, je vous laisse la conclusion tout en remerciant évidemment tous les participants et les intervenants qui ont contribué effectivement à rendre ce webinaire, je l'espère, très intéressant pour chacun. Docteur, c'est à vous. Merci Marie-Claire. En tout cas, on voit combien l'enjeu et la gestion des dasseries est important, à la fois dans le plan environnemental et économique, et surtout là où les coûts des énergies explosent et où on prône une sobriété. Effectivement, il est plus qu'important d'engager des réflexions au sein de nos établissements sur les problématiques de la dasserie. Les retours d'expérience qui ont été présentés sont très intéressants, ont mis en évidence l'existence de dérives, de tri sur le terrain, l'explosion des gisements dus à l'épidémie de Covid, où progressivement on arrive à retrouver des tonnages acceptables, mais en 2020 et 2021, c'était quand même difficile. Et on a effectivement des solutions que j'ai vues, enfin Triafond, j'ai retenu Triafond du Sud, en tout cas très bien. Et en tout cas, merci à la mine que j'ai eu le plaisir de saluer, en tout cas sur son implication. Merci à Marie-Claire, comme d'habitude, de bien gérer en tout cas ces webinaires. Et merci à la FHP, en tout cas, de permettre aux adhérents d'avoir ces solutions, en tout cas ces informations et ces outils dans la gestion. Merci à tous. Merci et très bonne journée à vous tous et toutes.